donc ça s'appelle une crise de liquidité. À ce et les gens enlèvent en panique. En panique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur leur ordinateur, puisque maintenant tout le monde gère son compte par son ordinateur, il dit, à la place de me laisser mes dépôts à zéro au Crédit du Nord, ce que vous allez faire, c'est que vous donnez l'ordre au gars, vous m'achetez des bons du Trésor à 3 mois, français, qui me donnent du 4. D'accord. Et donc, le dépôt s'en va. Il s'en va. C'est pas comme si vous alliez faire en ligne devant le Crédit du Nord pour avoir votre fric. C'est que vous-même, vous le transférez avec l'ordinateur du crédit du débit de la banque à l'État. Et donc à ce moment-là, la banque n'a plus de dépôt. Et elle est coincée des deux côtés. Elle peut pas vendre ses trucs et elle a plus de dépôt pour payer ses frais. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est le truc classique, c'est comme ça que sont toutes les banques. Toujours dans l'histoire, enfin très souvent ça saute dans l'histoire comme ça. C'est ce qu'on appelle une crise de liquidité, et c'est vieux comme les rues. Et ça on sait faire, les banques centrales arrivent, mettent du fric, il n'y a pas de problème. Mais quand je reviens à Philippe II, qu'est-ce qui s'est passé à Philippe II? C'est que les banques, vous savez, d'un côté, elles prêtent de l'argent, et de l'autre, elles mettent leur capital dans des trucs sûrs. Pour au cas où il y aurait un pet. Au cas où il y aurait un problème, oui. Historiquement, vous mettez à peu près, si vous avez prêté 100, vous mettez à peu près 20 de capital, parce que vous savez que dans les récessions, il y en a quelques-uns qui vont sauter, et que les 20 de capital, ça vous suffit. Donc, ce qu'on appelle une couverture de 5 à 1, ça suffit. Vous êtes content. Mais ce qui s'est passé avec Philippe II, c'est que Philippe... 1640, oui. C'était 1540 par là, oui. C'était après Charles Quint, après François Ier, ça devait être vers 1540. 16e siècle. L'État le plus fort du monde à l'époque, c'était l'Espagne, avec les mines d'or et tout. Donc, ils avaient tous prêté de l'argent au roi d'Espagne, et c'était venu en garantie du reste du bilan. C'était leur fonds propre qui était dans le... Puis le roi d'Espagne dit, vous savez quoi, je ne vais pas vous rembourser. Ben à ce moment-là, ça veut dire qu'ils n'ont plus de fonds propres. Ça s'appelle une crise de solvabilité. C'est-à-dire quand vos clients, les papiers que vous avez pour garantir votre capital ne valent plus rien. Et ben je me demande si c'est pas ce qu'on va avoir en Europe, parce qu'en Europe, les papiers... vous dites que c'est une crise de solvabilité en Europe. Solvabilité, c'est-à-dire parce que le type avec qui vous avez mis votre capital, autrefois c'était l'or, hein, on le mettait en or. Oui, absolument. Oui. Donc l'or, il était là, bon, c'était très bien. Mais maintenant, il n'y a plus d'or, donc vous l'avez mis en obligation de l'État français, italien, etc. Mais si les taux d'intérêt montent à 6 ou à 7, ce qui n'est pas impossible, ben, l'État français et l'État italien font faillite. Donc ils nous font le Philippe II. Enfin, ils sont too big to fail quand même, non? Je ne sais pas, si vous mettez les taux d'intérêt à 7, vous pouvez faire le petit calcul, toutes les recettes fiscales françaises vont au service de la dette. Il n'y a plus rien pour rien d'autre. Oui, la dette de 3 000 milliards, je rappelle. Ben oui, ça fera 210 milliards, ou je ne sais pas combien de frais, facilement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vois arriver, autant aux États-Unis, c'est une crise de liquidité. Il y a le dollar qui va... Voilà, ils vont imprimer des dollars, leur relancer l'inflation, mais tout ça, on sait faire, c'est pas très gênant. Mais là, une crise de solvabilité, quand c'est le côté fonds propres des banques qui d'un seul coup prend une gamelle, c'est plus du tout la même chose. Or, je sais que les Allemands sont très agacés d'avoir l'inflation à 8%. J'ai reçu un de mes amis qui s'appelle Marcus Kerber, que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure, qui est très sympa, qui est un Allemand professeur de droit, qui a déposé toutes les requêtes pour anticonstitutionnalité à la Cour de Karlsruhe. Et lui, il dit quoi? Il dit que c'est... Il dit l'Allemagne n'acceptera pas 3 ans d'inflation à 8%. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut monter les taux à 6, 7, 8. Oui, mais nous, on ne peut pas. Oui, on n'a pas les... On peut pas. Est-ce que la Banque Centrale... En plus, la Banque Centrale Européenne ne peut pas imprimer des billets comme peut le faire la Fed. Ben, si, elle peut le faire pour la France. Mais à ce moment-là, l'inflation ne va pas baisser en Allemagne. Parce que c'est fongible. Hein. L'euro que vous avez en France, vous pouvez le mettre dans un compte en Allemagne, personne ne dira rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour la première fois depuis l'origine de l'euro, on commence à avoir une rupture entre ce que peuvent accepter les Allemands et ce que peuvent accepter la France et l'Italie. Donc il peut un vrai risque de découplage très fort, quoi. Très fort, parce que je pense pas qu'on puisse avoir vraiment les taux d'intérêt à 7 en France. L'État français est mort. L'État français est mort. Ben, si vous voulez, aujourd'hui, le service de la dette, c'est à peu près 80 milliards d'euros. Mais si les taux passent à 7, ça sera 210. Oui, c'est pas... Et on a déjà un déficit budgétaire de 170. Donc ça nous fera un déficit budgétaire de 400 ou 450. Mais alors, Charles Gave, est-ce que ça a à voir aussi, parce qu'on ne nommera personne, mais il y a des gens qui sont, par exemple, des entrepreneurs ou autres, qui ont 50 milliards de dettes, et on le sait dans les banques, on ne les touche pas, alors que moi, si je fais 1000 euros disons, je suis à 1000 euros en rouge, on me dira, Monsieur Berkoff, qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est un peu avoir ça. Si vous voulez, quand vous mettez les taux d'intérêt à zéro, vous allez trouver des gens qui emprunteront à n'importe quel prix. Ouais. Donc ils vont emprunter à 4 ou 5 et la banque sera contente de le trouver parce qu'au moins ça couvre ses frais. Donc je ne sais pas si le gars va rembourser, mais son problème c'est pas de rembourser si le gars rembourse pas dans 10 ans. Le problème c'est comment je vais faire ma fin de mois si j'ai pas des utilisations pour mon argent qui me couvrent mes frais. Bien sûr. Donc si vous voulez, ce que je dis toujours à tous mes clients, c'est que dans une cuisine, il n'y a jamais un seul cafard. Ouais. C'est-à-dire que quand vous voyez un cafard apparaître dans la cuisine, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc, je commence à voir apparaître un cafard ici, la banque en Californie, un cafard en Europe, avec la Suisse. Ouais. Donc, je me dis, il doit y avoir un nid de cafard après 12 ans d'imbécilité qui doit être d'une taille absolument colossale. Imbécilité Draghi, hein, vous reportez ça. Draghi, il a dit, je ferai n'importe quoi pour sauver l'euro. Eh ben, il a fait n'importe quoi. Il a foutu en l'air le système bancaire, le système, tout ce que j'appelle l'épargne à long terme. Banque, assurance, fonds de pension. Et comment ça se fait que personne ne l'a, à l'époque, enfin parmi les politiques, personne ne l'a dénoncé, personne n'en a parlé, ou très peu en tout cas. Alors ça fait à peu près 10 ans que je dis à tous mes clients, vous n'avez aucune obligation en Europe, aucune financière en Europe, parce que ça se terminera dans un bain de sang. Donc, et c'est peut-être pour ça que je suis mieux payé que les autres, c'est que Mais alors, vous êtes pessimiste, là, quand même, Charles? Pas du tout. Ah, vous n'êtes pas pessimiste? Alors... Mais non, parce que si vous voulez, ce que me tue à dire aux gens, c'est que ça fait 30 ans qu'on nous balance des mensonges en mensonges, en mensonges, en mensonges, et qu'on va retourner vers une société de liberté. Quand tous ces trucs-là vont péter, tous les machins qu'on nous a mis sur le dos, qui nous empêchent de bouger, vont péter aussi. Pour essayer de me faire comprendre, ce que je dis aux gens, c'est quand le mur de Berlin est tombé, c'était pas une mauvaise nouvelle pour les mecs qui étaient du mauvais côté. Ils ont dégusté, mais ils sont redevenus libres. Absolument. Aujourd'hui, on est comme des malheureux, où on nous force dans une espèce d'esclavage grotesque. Évidemment, on est tous malheureux. On peut pas être heureux si on n'est pas libre. Liberté chérie. Effectivement, que de crimes on a commis, non pas en son nom, mais au nom de la réduction de cela. Merci Charles Gave, merci de ces éclaircissements.